revenu à l'heure. On va enchaîner sur la conclusion, quelle conclusion de cette journée par une table ronde éminemment documentée et menée par Romain Clivet, que je remercie de se charger de cette tâche difficile mais exaltante qui consiste à faire parler 5 personnes qui ont l'habitude de parler. Et donc je vous présente les intervenants. Enfin si, je vais vous dire. Je le présente. C'est Romain qui s'occupe désormais de vous présenter les intervenants, de la montre et de la tenue des débats. Merci beaucoup. Alors bonjour, bonsoir. C'est une mission compliquée de garder les gens attentifs à 16h15, donc on va essayer de le faire. J'ai de l'empathie pour vous en même temps. Si vous êtes journaliste, rêvez pas trop, à 16h15 vous ne serez pas à la maison. Donc il faudra vous attendre un peu plus longtemps à la rédaction, mais au-delà de ça, on va essayer d'être assez concret. On va peut-être pas entrer dans un débat très technique sur ce qu'est l'humanitaire, ce qu'est par exemple l'objectivité et la recherche de vérité. On a déjà deux différents avis avec Madame Dubié. On va plutôt être concret et j'ai donné comme fil rouge à nos intervenants, que je vais vous présenter tout de suite, c'est cette idée, les médias et l'humanitaire entre éveil des consciences, gros sous et cynisme. C'est plusieurs dimensions de la même problématique. On a la chance d'avoir des acteurs de toute ce que j'ai appelé chaîne humanitaire, ce qui n'est sûrement pas un terme technique d'ailleurs. On va commencer d'abord par, quand on parle de médias, par Anne-Frédérique Wiedemann, qui est un peu l'accusée. Alors maintenant on est deux, réalisatrice, elle a fait plusieurs temps présent, beaucoup d'expérience aussi à l'étranger dans des grands reportages, des situations de guerre. On a deux acteurs de terrain. M. Carbonnier, il sèche. Il y a Nago Humbert, fondateur de Médecins sans frontières. Non, Médecins du monde. Il va me tuer. Tu sais, il y a des blagues à chaque fois, les gens se trompent. Madame Myrène Bengoa, qui est directrice de la chaîne du bonheur, qui est un acteur très important en Suisse et à l'étranger, et aussi sur la question de la récolte de fonds, élément aussi important. Et puis Jean-Daniel Roure, qui incarne un peu, il va me mordre, mais comme ancien ambassadeur, c'est un peu la vision de l'État, de l'institution de la diplomatie, mais il va un peu plus loin quand il évoque des terrains difficiles. Jean-Daniel Roure, donc c'est aussi une vision qu'il peut avoir dans le rapport aussi avec les médias. Quand est-ce que les médias embêtent l'État, quand est-ce que les humanitaires embêtent l'État, c'est une vision qui est importante. On va peut-être partir dans les séquences suivantes. D'abord, la nécessité et la légitimité d'éveiller les consciences, notamment avec Anne-Frédérique Wiedemann. Quand il y a les images, qu'est-ce qui se passe et à quoi ça sert et qu'est-ce que ça dessert. Ensuite, sur le choix des causes, je crois que c'est aussi important, on l'a évoqué avant, il y a des causes oubliées, il y a des causes absentes. Il y a aussi la question du dilemme des médias. À quel moment les médias ils sont idiots utiles, très utiles, ils révèlent des choses qu'on ne devrait pas, peut-être qu'ils révèlent des choses qui mettent en péril la sécurité de différents acteurs sans le savoir. Ensuite, est-ce qu'on peut encore éveiller les consciences quand on est dans l'info H24, 7 sur 7, à la minute du temps, où on est bombardé? Est-ce que honnêtement, aujourd'hui, un mort, plein de poussière, choque encore? Je ne sais pas, je pense que ça choque plus grand monde. Le drame reste le même, mais hors contexte, on en voit partout. Et puis finalement, aussi se poser une question, c'est qu'on est dans des valeurs extrêmement occidentales dans l'approche quand même. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des régions qui ne veulent plus entendre parler des valeurs universelles, que nous on considère comme universelles, mais qu'eux ne considèrent pas comme universelles. Est-ce que ça veut dire que le travail humanitaire dans ce contexte-là, il est peut-être appelé à devenir une sorte de cause uniquement pour nous, pour l'Occident, d'une certaine manière, et pas pour d'autres régions? Peut-être pour commencer sur la question de la nécessaire ou la légitimité d'éveiller les consciences ou pas, Anne-Frédérique Wiedemann, vous êtes peut-être celle qui est la plus puissante en la matière, parce que vous pouvez choisir vous, on va aller là, on va choisir un terrain de jeu, pour dire d'action, on choisit un endroit. Est-ce que là vous vous dites, parfois on a oublié des endroits, vous avez mauvaise conscience, ou deux fois vous vous êtes dit maintenant, ça c'est important et on va mettre là-dessus pour qu'ils aillent travailler là-bas? Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire ça? Voilà, j'aimerais déjà répondre en tant qu'accusé. Je trouve que c'est intéressant en fait ce terme parce que ça montre combien les médias sont un pouvoir et même un contre-pouvoir. Donc on n'est quelque part jamais juste avec les acteurs humanitaires, avec les acteurs politiques, peut-être même avec le public.
puisque notre mission, c'est pas d'éveiller les consciences, pas du tout, c'est d'informer. C'est de révéler le dessous des cartes, c'est d'aider à la compréhension du dessous des cartes. Et donc, on a en quelque sorte notre propre agenda qui est donné par notre métier, par les chartes déontologiques, et ça ne plaît pas à tout le monde. Je voudrais juste, encore la deuxième parenthèse que je voudrais faire, parce qu'on a entendu beaucoup de grincements dans la relation média-humanitaire, mais il y a aussi de très belles histoires. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je vais sur des terrains qui sont des terrains risqués. Je collabore, je suis toujours en contact avec les humanitaires. En contact comment? Maintenant, et ça c'est un changement, c'est que du contact off, si vous voulez. Donc en fait, en gros, par exemple, j'étais au nord-est de la Syrie ce printemps, il y avait des bombardements turcs. J'ai besoin de savoir si je peux me rendre dans cette zone ou pas dans cette zone, si c'est risqué. Enfin, j'ai besoin d'avoir des informations de sécurité. Les ONG peuvent aider à ça. De leur côté, les ONG, de plus en plus, dans des contextes difficiles, Afghanistan, Syrie, etc., elles sont recluses dans leur compound, parce que, ou disons, c'est plus compliqué pour elles de se mouvoir. Pas toujours, hein, elles sont extrêmement héroïques. Hein, je voudrais pas donner une fausse image. MSF, le CICR font des trucs incroyables, mais ils doivent se protéger. Ils n'ont pas accès partout, et nous, comme médias, on a des fois des accès beaucoup plus faciles. Par exemple, en Syrie, j'ai pu me rendre dans les prisons. Il y avait l'épidémie de tuberculose. J'ai pu le constater sur place. Bon, voilà, ça avait déjà été dit par la rapporteuse spéciale de l'ONU une année avant. Mais moi, j'ai pu dire, bah oui, il y a vraiment cette épidémie. Il y a des jeunes, des mineurs qui sont enfermés avec des adultes dans des prisons où il y a des épidémies. Il y a des djihadistes, même suisses, qui sont incarcérés en violation totale de toutes les règles et de la protection consulaire suisse et du droit international. Voilà ce que j'appelle, enfin, c'est une facette de ce métier, je pense que c'est une facette importante, et je pense que ça se passe beaucoup mieux en fait que l'impression que vous avez pu avoir ce matin. Juste pour les intervenants, quand j'ai mon stylo levé, puis que ça veut dire que je peux passer à quelqu'un. Non, ça veut dire que moi je vais faire rebondir monsieur là-dessus, c'est important cet élément-là, quand tout d'un coup, les médias parlent d'une situation. On a parlé de prisonniers, c'est notamment une de vos missions. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, ah, pas maintenant, pas là. Ne venez pas, regardez ça, c'est pas le moment. Vous auriez eu envie de leur dire, ah, regardez ailleurs, on est en train de gérer une question très compliquée en arrière-plan, venez pas maintenant. De leur dire en gros, pas. Je réfléchis, mais la réponse est non, en ce sens que, au contraire, moi je pense que la plupart du temps, on est plutôt heureux de voir des journalistes qui tentent de donner plus de visibilité à des crises et des problèmes humanitaires majeurs, comme on l'a par exemple dans le nord-est de la Syrie, et qui sont souvent négligés, oubliés. Et puis, nous, on est assez souvent à se dire, bon, on parle tous les jours, on n'a pas besoin de pousser quoi que ce soit de Gaza et d'Ukraine. Comment est-ce qu'on peut maintenant faire un push sur la Somalie? Ça n'intéresse personne. Alors on s'est dit, tiens, il y a la COP29 la semaine prochaine, on a fait vraiment une news majeure qu'on a poussée à partir de Nairobi sur les problèmes et les impacts majeurs qu'a eu El Niño sur la région de la Somalie, les déplacés. Et ce qu'on est arrivé à faire, mais ce qu'il reste à faire par rapport à l'impact du changement climatique dans cette zone de conflit armé, il faut trouver quelque chose qui fasse le lien avec la news pour que ce soit repris par des médias. Donc c'est un choix où on peut travailler toujours ensemble. Par contre, je pense que nous, quand on parle de problèmes, c'est toujours bienvenu. Alors là où ensuite il se pose la question, et pour répondre à votre question, là où se pose la question pour nous, c'est de dire, ok, les journalistes sont en train de faire des missions sur des prisonniers dans telle région, est-ce que l'on veut ou pas collaborer avec eux? Est-ce qu'on veut partager en off ou bien même travailler avec eux par rapport à ce sujet? Et ça, c'est vraiment au niveau, en principe, local que ça s'évalue, se décide. Et puis il arrive que des journalistes prennent contact avec le CICR à Genève avant un reportage et puis qu'on discute de possibilités justement de pouvoir contribuer ou de collaborer par rapport à notre volonté de donner plus de lumière sur une crise en cours
et puis à notre compréhension et la confiance qu'on a aussi dans certains médias et journalistes pour, je dirais, pouvoir donner beaucoup plus d'écho à ce que nous souhaitons faire connaître. D'abord, en lien avec ça, on voit une collaboration avec les journalistes, mais vous savez, les journalistes, c'est des sales bêtes, on ne les maîtrise pas. On croit qu'on les en laisse, mais tout d'un coup, ça vous mord le mollet ou il se passe autre chose. Vous avez des expériences comme ça, Nago-Humbert, où vous avez bossé avec des journalistes, puis vous pensiez que vos règles du jeu étaient les mêmes, et puis vous vous rendez compte que bon, bah, on a tous tous nos objectifs, on a tous notre manière de travailler. Je crois qu'il y a tout ce qui est... On a l'impression qu'on est contre les journalistes. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Non, parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, on en a parlé en amont. J'en ai parlé ce matin, mais c'était une bonne expérience qui m'a coûté cher, c'est tout. Mais sinon, je ne regrette pas. Donc les règles du jeu sont respectées, Je ne généralement. regrette pas d'avoir parlé à ce journaliste, et c'était sur un truc important. Ça m'a pas laissé, ça m'a coûté mon poste quand même, ça m'a coûté mon poste à l'OMS aussi. Je ne regrette pas, comme tu disais très justement, ça valait la peine de sortir ça, ce scoop qui déconstruisait le discours israélien. Mais moi, ce qui est difficile, c'est que, je reprends ce que tu as dit, comment refuser, parce que je suis plutôt bien traité, vous savez, pour les journalistes, j'ai rien à dire. Donc, j'ai souvent invité des journaux au forum et tout ça, ce qui énerve énormément l'humanitaire, d'ailleurs, mais simplement, difficile de refuser. Et quand j'étais sur le terrain, des fois je rentrais ici et j'étais les journaux, on me disait, bon, j'allais résumer le problème israélo-palestinien, vous avez 3 minutes, c'est fini. Après ça, j'ai refusé d'aller. C'est long, 3 minutes. Hein. C'est long, 3 minutes. Non, mais c'est très long. C'est extraordinaire. Et là, il disait, on ne peut l'inviter, il ne veut pas venir, tu vois. Et puis, je me rappelle que Yves Besson, qui était directeur de l'Oudroit à l'époque, a fait la même chose. Il a dit, moi, je vais venir, j'ai des choses plus à dire, son avis, pourquoi. Mais vous vous rendez compte, il refuse le téléjournal. Et ça, les journalistes à la télé ne comprenaient pas. Refuse, puisqu'ils allaient venir depuis Neuchâtel à Genève, 3 minutes. C'est effrayant. Et ça, c'est un peu embêtant. Par contre, si on nous laisse du temps de réflexion, parce que c'est très, très dangereux. Comme tu l'as dit, c'est très dangereux. Et puis, je vais te faire une petite pique, quand même. Guantanamo, c'était quand même, pour moi, les journalistes, on en parle beaucoup, on en parle. Et ça, pour moi, je pense que c'était la limite du CICR, ces visites de Guantanamo. Et ça passe toujours sur. Nous, on a vécu ça aussi sur partir ou rester, c'est toujours la même chose. On a eu à Goma, à un moment donné, quand on était à Goma, et qu'on dans les camps de Goma, juste après le génocide, on s'est aperçu qu'on était en train de soigner les génocidaires. On retapait les génocidaires pour qu'ils repartent. Qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part. Si on part, on laisse des femmes et des enfants. On est parti. On a laissé partir. Mais c'est des grosses décisions et je m'en posais aussi à ça. Jean-Daniel Roux, vous, comme ambassadeur, vous êtes au milieu de ces champs de tension. Il y a des moments, évidemment la communication là, elle est encore plus cadrée que dans d'autres institutions. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, pour la cause, j'ai envie de parler parce que ce sera utile, mais à la centrale, on vous a dit, pour tais-toi. Oh, mais tout le temps. C'est la règle d'or. Ils ont réussi. Mais bien sûr, la censure est tellement extrême, c'est devenu de l'autocensure. Mais c'est intériorisé. Quand on a une demande de journaliste, surtout suisse, la première chose qu'on doit faire, c'est trembler, avoir le cœur qui bat un peu plus fort, ensuite envoyer un message à la centrale, au chef de la censure, pardon, au chef de la communication. On veut des noms. Voilà, il y a Madame Friedman qui vient, ça. Puis là, ils vont nous dire, voilà, la Sprachregelung. Quand c'est Wittmann, tu dis qu'elle Et m'appelle. puis du coup, elle va plus dire me voir. C'est tout ça. Mais on a un outil qui est extrêmement puissant et qui marche très bien, qui s'appelle le off the record. Selon une source autorisée, selon un diplomate occidental, selon un expert proche du dossier, et c'est là où on peut passer des messages. Et dans ce jeu tu me tiens par la barbichette, c'est évident que dans toutes les fonctions que j'ai eues, mais peut-être le plus extrême, c'était avec Florence au tribunal sur l'ex-Yougoslavie, où on avait une stratégie média pour créer une pression politique pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire l'arrestation des criminels de guerre en fuite. Et puis ça a super bien marché. Là, c'est presque Donc, je sais bien que les médias parfois cherchent à la petite bête pour nous manipuler ou pour nous discréditer. Ça, j'en ai aussi eu des comme ça. Hein.
Alors là, on ne fait pas de off the record, on sort la Sprachregelung et puis j'aurai rien de plus. Les éléments de Ils vont langage. frustrer. Les éléments. Hein? Les éléments de langage. Ah, merci. En français fédéral, c'est la Ouais. Sprachregelung. Ça, si vous allez à Berne, vous allez voir après 6 mois. Mais autrement, moi, dans la plupart des cas, on a un objectif, on veut faire avancer un dossier, on veut créer du soutien politique à Berne ou dans un autre pays, hein, suivant où on est, et puis on utilise le off the record, et quand les journalistes ont de bonne volonté, ce qui est quand même le plus souvent le cas, Voilà. même la Weltwoche, on y arrive finalement assez bien. Si on regarde dans votre position, Madame Delgois, sur le côté chaîne du bonheur, quand vous voyez que c'est quand même, c'est des champs de tension aussi géopolitiques, est-ce que parfois vous dites, là on a choisi la mauvaise crise, parce qu'on a mis les pieds dans un engrenage extrêmement compliqué, parce que évidemment vous devez rendre des comptes à donateurs, il y a des règles qui sont assez strictes, hein, de gouvernance aussi. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites attention, cette crise-là, on ne peut pas y aller, on ne va pas récolter de fonds parce qu'elle est trop complexe, parce qu'il y a trop de risques, par exemple, de retaper un criminel de guerre, par exemple, comme évoqué avant Dagobert. Je vais d'abord rappeler comment fonctionne la chaîne du bonheur, parce que je crois que la moitié de la salle ne sait peut-être pas. Pensez Qui connaît la chaîne du bonheur? Je serais curieuse, hein, un petit sondage, mais parce que vous m'avez vu sur la liste des Qui a fait des dons à la chaîne du bonheur? Voilà, tout de suite, on rentre dans le vrai pourcentage. Non, mais c'est important de rappeler que la chaîne du bonheur est une fondation indépendante, issue de la SSR, donc des différentes unités d'entreprise de la SSR, en particulier la RTS, mais qui aujourd'hui est libre de faire ses choix. Donc il n'y aurait pas de mauvaise crise, en fait, on ne pourrait pas déterminer nous-mêmes qu'une crise ne vaut pas la peine de mériter sa collecte. Par contre, il y a des critères, et ces critères sont aujourd'hui très importants pour la réussite de la collecte, parce que nous ne pouvons pas mobiliser des ressources techniques et audiovisuelles, etc., dans un moment qui soit inopportun, avec très peu de chances de réussite. Donc on va regarder d'abord si c'est une crise qui est quand même visible, entendue, qui suscite un minimum de couverture médiatique. Est-ce qu'il y a une ampleur réelle, puisque les crises aujourd'hui, on peut en trouver de toutes les tailles, que ce soit des catastrophes naturelles récurrentes, hein, il y a des endroits où des cyclones arrivent tous les ans, donc est-ce qu'on va se mobiliser sur le cyclone X ou Y dans les Caraïbes chaque année? C'est difficile pour notre audience de voir l'intérêt de ce type de collecte. Et le troisième critère, c'est est-ce que l'aide internationale est possible? Et c'est très important pour nous de déterminer avec nos partenaires qui est sur place ou qui peut aller sur place, qui peut agir. Pour toutes les raisons que j'évoquerai, c'est que on ne va pas aller récolter des fonds auprès du grand public, donc tous les citoyens suisses et tous les publics, sans avoir de possibilité d'agir. Donc on va s'assurer évidemment que ces trois critères sont remplis. Sur cette question du choix des causes quand même, parce que j'ai évoqué le cynisme hein, dans le fil rouge, est-ce que chez vous, il n'y a pas peut-être plus qu'ailleurs une part de cynisme dans le choix des causes? Il faut une cause qui rapporte avec des belles images, parce que vous êtes quand même, il faut que les gens versent de l'argent, c'est ce qui fait fonctionner l'organisation aussi. Vous devez choisir des causes sexy. Alors, sexy, c'est pas un bon mot, mais voilà, quelque chose qui a de l'impact. On sait qu'il y a des causes qui porteront forcément moins. Parce que là, parfois, vous vous disiez mauvaise conscience et vous dites. Alors, la mauvaise conscience, on l'a en tant qu'humanitaire, on l'a toute la vie. Hein. C'est un gros boulet, on se le traîne. Je pense on peut rien faire contre ça. Je pense que c'est comme un journaliste qui pense qu'il a pas pu suffisamment informer sur une actu. Nous, on va pas regarder une collecte comme étant avec un objectif quantitatif. Ce qui a fait fonctionner la chaîne du bonheur depuis plus de 75 ans, c'est l'adhésion spontanée que l'on rencontre vis-à-vis de notre public, qui est par l'intermédiaire des médias suisses et publics suisses en particulier. On va se rendre compte que les dons même sont spontanés. On parle de l'Ukraine. Moi, j'avais, avant de lancer la collecte, presque Avant la fameuse annonce. avant même le petit compte est ouvert, etc., 30 millions, j'avais déjà reçu dans nos comptes. Donc, c'est exceptionnel. Ça arrive une fois tous les 10 ans, ce genre de collecte. Hein. On a terminé à 130 millions.
et par rapport à d'autres institutions qui ont fait des levées de fonds faramineuses, c'est évident que ça reflète la force de frappe que peut avoir une crise comme celle-là, un conflit aux portes de l'Europe, sur les consciences. Qu'est-ce qui marche pas? Alors, ce qui a très bien marché, paradoxalement, dans la même année, 2022, c'est une campagne qu'on a construite nous-mêmes autour de la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique. Peut-être vous vous en souvenez pas, mais on a mené au mois de novembre 2022 également une campagne pour alerter sur les sécheresses à répétition en Somalie, au Kenya et en Éthiopie. Et ça a marché. On a eu une chance incroyable. Et c'est là où la mécanique de la chaîne du bonheur se révèle magique quand le timing et les critères sont remplis, parce que nous avons pu, à ce moment-là, générer une collecte très, très significative. Gilles Carbonnier, par rapport aux différentes causes ou crises, hein, on entend, j'ai l'impression d'entendre de plus en plus dans des médias qu'il y a des belligérants qui disent ils font pas assez, ils sont pas là. Donc, je pense particulièrement à la Croix-Rouge. Hein. Est-ce que ça, c'est vraiment une chose qui devient plus problématique qu'avant? On aimerait que vous soyez partout, mais en même temps, on aimerait que vous soyez nulle part. C'est plus difficile qu'avant. Oui, plusieurs aspects. Mais si je commence par la visibilité, c'est intéressant parce que parfois, c'est les États donateurs qui disent bon, écoutez, donnez plus de visibilité à ce que vous faites avec votre financement. Avec le drapeau suisse? Avec le drapeau, non, le drapeau c'est okay. La Croix-Rouge. Puis peut-être, nous, on n'a jamais mis des stickers des donateurs. Donc ils savent qu'on ne le fait pas, mais ils souhaitent pouvoir dire on a financé plus telle ou telle opération. Donc il y a une demande des donateurs pour qu'on donne de la visibilité à ce que l'on fait, puis ça se négocie parce que généralement on n'est pas trop le faire, mais on comprend qu'ils ont besoin par rapport à le Parlement et aux contribuables de pouvoir vous avez un exemple? Expliquer ce à quoi on contribue. Petit exemple. Puis ça on peut le comprendre. Je reprendrai l'Irak. Dans le nord de l'Irak, on était financé essentiellement par ECHO, donc l'Union européenne. Et puis, c'est posé la question, donc nous, on dit, on va enlever tous les stickers. Puis, l'Union européenne dit, non, si cet hôpital, il y a une partie de notre financement, il faut qu'on le voit. Parce que les journalistes passent, ils prennent, donc laissez-le. C'est quelque chose qu'on entend, puis ils veulent qu'on communique un peu plus là-dessus. Maintenant, sur des... déjà, la question, c'était... on vous reproche d'être à des endroits, de ne pas être à d'autres endroits. Oui. Et aussi vous, comment est-ce que vous faites vos choix, par exemple, parce que vous ne pouvez pas être partout. Mais on a l'impression que non seulement vous ne pouvez pas être partout, mais qu'aujourd'hui, en plus, on vous reproche... Aujourd'hui, il y a des reproches qui sont faits, on le sait bien. Il y a nos équipes, que ce soit en Israël ou en Ukraine, qui sont directement attaqués pratiquement au quotidien, parfois par les plus hautes autorités ou par les autorités en place, pour dire The Red Cross, do your job. Vous ne faites pas votre job, vous ne visitez pas tous les prisonniers, vous ne condamnez pas les violations commises par les autres, et la pression est beaucoup plus forte aujourd'hui sur nos collègues que, en tout cas, ce que j'ai vécu dans d'autres conflits par le passé, où les parties au conflit ne sont jamais satisfaites, mais ça veut dire qu'on est exactement au bon endroit. Les deux estiment qu'on est proche des autres, c'est tout à fait normal. Mais le degré de violence des campagnes menées contre notre action ou nos collègues sur le terrain, y compris avec des photos des chefs commettant des personnes, des sit-ins devant leur maison, des difficultés pour leurs enfants simplement d'aller... Menaces sur leurs enfants à Tel Aviv. Voilà, etc. Donc ça, dans la violence qui s'exerce, mais pas seulement dans ce contexte-là, ailleurs, on sent une polarisation qui est extrême, et puis elle est le résultat de campagnes de désinformation quotidienne sur les médias sociaux, et organisée. Et ce qui est, je dirais, le dernier point, c'est que nous, on essaie de répondre parfois sur l'émotion, toujours pour remettre l'humain au centre, et on se rend compte que parfois faire appel à l'humanité de bots, c'est extrêmement difficile, et répondre tout à fait différemment. Donc ça devient difficile, et c'est là qu'on mobilise d'autres acteurs pour essayer de ramener un minimum de décence dans le degré de violence qui est fait. Et il y a peu que je sache de journalistes ou bien qui sont intéressés à ce phénomène.
Et comme Pierre Camus et d'autres l'ont dit, nous on comprend extrêmement bien que les familles des otages, des familles qui ont leurs enfants ou leurs maris qui sont dans des prisons, qui ont disparu, soient extrêmement en colère et sont très émus dans notre rencontre. C'est tout à fait normal, on discute avec eux tous les jours et on reçoit cette colère, parfois qui peut elle-même aller vers de la haine, mais qui est normale. Ce qui est inacceptable, c'est que ce soit orchestré au plus haut niveau et que ce soit promu comme politique publique qui est vraiment le problème, c'est que avec ça, vous réduisez, voire cassez complètement l'espace qui reste pour un humanitaire impartial dans cet environnement, et c'est dans l'intérêt d'aucune puissance, petite et grande, à moyen terme en termes de politique de sécurité et de politique de paix. Donc c'est quelque chose qui doit cesser. Anne-Frédérique Wiedemann, par rapport à ça, on voit bien, les humanitaires étaient entre guillemets, en plus la Croix-Rouge protégée, d'une certaine manière symboliquement aussi. C'est un peu la même chose pour les médias. Est-ce que le gilet presse sert encore à quelque chose? Ou c'est même une cible? Non, c'est exactement la même chose pour les médias. C'est-à-dire que quand on n'est pas content de la réalité, ce que j'ai dit ce matin, on tire sur le docteur et on tire sur le messager de manière extrêmement violente, de manière inconsidérée, dans le sens que ça nous fait courir à tous des risques, mais vraiment des vrais risques, des risques de vie ou de mort pour les gens qui sont sur le terrain. Et on se demande qui gagne à la fin. Qui gagne à la fin? En fait, il y a toujours il y a toujours un pouvoir de l'autre côté. Si on parle du Moyen-Orient, c'est très clairement maintenant les autorités israéliennes qui utilisent cette carte. Pour ma part, j'ai fait 2 reportages concernant le conflit au Moyen-Orient. Et 2 fois, j'ai eu le droit à des attaques, pas sur les faits. Moi, j'ai dit, parlons des faits, parlons de mon métier de journaliste. Si j'ai fait des erreurs de faits, bien sûr, parlons-en. Je suis même, si vous voulez, responsable devant la loi si j'ai fait des erreurs. Mais c'était pas ça, les accusations. Les accusations, c'était que j'étais partisane, que j'étais antisémite, que j'étais anti-israélienne. Et on en fait toute une histoire qui est aussi reprise dans les médias, la Belle Borée, pour ne citer que celle-là. Et je trouve que c'est triplement dangereux. Premièrement, parce que les médias, comme les humanitaires, je pense qu'on en a besoin. Deuxièmement, ça fait courir un risque. Et troisièmement, ça clôt tout débat. Si vous voulez, une fois que vous êtes traité de raciste ou d'antisémite ou je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous défendre en fait. Vous pouvez plus parler. Et donc je trouve ça vraiment d'une violence rare et nouvelle. Jean-Daniel Roure, par rapport à cette position neutre qu'avait le CICR dans la perception, qu'il a encore, la Suisse c'est aussi un petit peu comme État. C'est un peu l'équivalent du CICR, suivant lesquels d'ailleurs les gens font le rouge, le blanc, le blanc, le rouge. Est-ce que vous avez aussi senti dans votre dernier poste, l'avant-dernier c'était à Tel Aviv, si je ne me trompe pas, le dernier c'était Ankara, vous avez aussi connu les Balkans, vous avez vraiment vécu des foyers, et puis le Jura bernois d'où vous venez, des vrais foyers de tension, des choses sérieuses. Le seul où j'ai connu des terroristes, c'est le Jura bernois. C'était des mauvais artificiers. Mais au-delà de ça, est-ce que vous aussi, comme représentant d'un État, alors bien sûr vous n'êtes pas l'État suisse, mais quand même vous avez ce rôle-là, vous avez aussi senti que même une position comme celle de la Suisse, elle est moins respectée qu'avant, même indépendamment de ce qu'elle fait? Moi, je dirais, ça dépend où. Je dirais en Turquie, lorsque les Turcs faisaient la médiation entre l'Ukraine et la Russie, on m'a appelé et puis on voulait travailler avec la Suisse sur le concept de neutralité pour l'Ukraine. C'est quand même la preuve qu'on prenait encore la neutralité suisse au sérieux. C'est imparfait ça. Et c'est un imparfait. Prenez. C'était 2022. Et puis maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup plus difficile. Notre image de neutralité a été écornée. Surtout, alors bon, il y a les sanctions contre la Russie, mais bon. Mais je pense que le plus important, c'est les prises de position de la Suisse sur Gaza, sur ce conflit-là. Surtout au Conseil de sécurité à l'Assemblée générale, où on a systématiquement voté du côté pro-israélien, proche des Américains ou des Anglais. Et ça s'est observé. Et ça s'est vu dans le monde arabe. Il y a même eu un moment, je crois, où il y avait un mouvement où on voulait lancer un boycott des produits suisses dans certains pays arabes. Donc ça, je pense que ça a effectivement fait du tort à notre image. Puis après, il y a l'histoire de l'Uruguay. On est le seul pays,
avec les États-Unis, à ne pas avoir repris nos paiements à l'UNRWA après le rapport de Mme Colonna qui exonérerait l'UNRWA, enfin, qui disait qu'il y avait partie de faux dans cette histoire. Donc ça, effectivement, ça s'est remarqué, et je pense que ça a effectivement endommagé notre image et qu'il faut un peu du temps pour rattraper ça. Mylène Bengoa, vous voyez l'opinion du chef. Oui, je suis très sensible moi à la crise à Gaza, évidemment. Ça fait une année qu'on est actif sur une sensibilisation du public sur la très grave crise humanitaire qui se déroule entre ce petit territoire. Une crise qui justement ne pouvait pas être menée main dans la main avec la SSR. Et je pense que c'est un très bon exemple pour montrer que même la chaîne du bonheur est indépendante dans ses choix. De concert avec notre président qui est pourtant évidemment très impliqué, Pascal Critin, nous avons décidé d'engager une collecte dès le début novembre de l'année dernière, donc cela fait plus de 12 mois maintenant, qui a rapporté des sommes tout à fait raisonnables pour pouvoir au moins marquer une contribution du public suisse pour les populations affectées, maintenant également pour le Liban et éventuellement la Cisjordanie si des partenaires souhaitent s'engager sur cette... Mais dans un deuxième temps, nous avons bénéficié d'un soutien SSR au mois de mars et à nouveau en septembre, dont nous sommes très reconnaissants parce que ça a permis de relancer, on va dire, une campagne qui avait été menée de front un peu solitairement. Concrètement, c'est Jean-Marc Richard qui fait de la promotion. Nous avons 4 ambassadeurs, puisque nous travaillons sur toutes les régions linguistiques de Suisse, je le rappelle. Jean-Marc, oui, tout à fait, engagé sur la... C'est ça qu'on vous donne quand vous dites travailler avec la SSR, c'est ça? Alors c'est beaucoup plus que ça. Ouais. C'est beaucoup plus que ça. En l'occurrence, nos ambassadeurs prennent la parole, mais tous les journalistes qui sont sollicités pendant cette période de campagne, qui dure une dizaine de jours, se doivent normalement de citer la campagne active de la chaîne du bonheur au moment des reportages qui portent sur la question. Bien sûr que c'est délicat quand il s'agit de reportages qui couvrent essentiellement le volet politique, les enjeux. Voilà, c'est assez compliqué. Voilà, donc ils ont la liberté de le faire ou de pas le faire. Alors je suis. En tout cas, ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Ça fait à nouveau beaucoup de décennies que ça fonctionne. Moi, j'avoue que je n'étais même pas au courant et ça me plairait pas du tout. Je vous connais justement. Ça arrive essentiellement à l'actu, donc Mais peut-être que ceci les dit, magazines. oui, peut-être les magazines sont moins moins concernés. Je trouve que les mélanges des gens. Mais on n'a pas eu de retour négatif, je tiens à le dire. La campagne du mois de Les équipes septembre. peuvent travailler parce qu'il faut rassurer peut-être les étudiants journalistes. Ça veut dire que dans les rédactions, il y a un Chinese wall. Vous faites ce sujet, mais vous faites comme vous voulez. On fournit absolument pas d'informations sur la crise elle-même. En fait, Ouais. elle est couverte par les journalistes selon leur propre calendrier rédactionnel. Mais on leur demande, enfin pas nous, mais leur direction leur demande la possibilité d'évoquer soit le QR code, le site, de mentionner à l'oral dans les émissions de radio que la chaîne du bonheur collecte actuellement pour la population de Gaza. D'accord, est-ce qu'il y a un risque de cannibalisation entre des organisations, vous étiez dans le domaine médical, qui ont aussi besoin de ressources, différentes sources, j'imagine. Est-ce qu'il y a un risque de cannibalisation avec une institution comme la chaîne du bonheur, qui est liée à la SSR, qui a évidemment des moyens de récolte de fonds Oui, importants? mais le problème, je reviens sur Gaza parce que je piquais beaucoup là-bas, et je l'ai été, puis j'ai beaucoup de difficultés parfois sur la chaîne du bonheur ou la BBC d'ailleurs, à abreuver les ONG suisses de millions. Et pour moi, là, les ONG sont rentrées dans un processus politique. C'est dans la mesure où, moi je sais, on a demandé, mais vous avez l'expertise, non mais c'est égal, on reçoit des millions, c'est bon, vous allez. Ils ne sont pas là-bas, ils ont l'expertise pour y aller, parce que l'urgence, c'est un métier, on le sait. Je pense qu'il n'y a actuellement que MSF et surtout le corps suisse qui est capable de faire des choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au même moment, le gouvernement suisse refuse de financer l'UNRWA, avec des personnalités à la télévision qui nous disent il n'y a pas de problème pour les Palestiniens, les ONG suisses, on donne l'argent aux ONG suisses qui vont pouvoir faire le travail de l'UNRWA. C'est un mensonge total. On n'a jamais souscrit à ce. Non, mais moi je dis, c'est pas possible de tenir. Alors là, j'ai un tout problème par rapport aux gens qui travaillent. Il faut savoir, et je le répète depuis 30 ans, que la Palestine n'est pas le Mali, n'est pas le Congo ou le lien. Il y a assez de médecins, il y a assez d'infirmières, il y a assez de physiothérapeutes, il y a assez de pharmaciens.
Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête de leur foutre des noms sur la gueule. D'accord? Et donc, pour moi, et je pense que là, on fait une erreur, notamment d'envoyer les expatriés là-bas actuellement. Moi, je suis en contact avec le Croissant Rouge régulier, puisque j'ai travaillé là-bas pour eux. 30 ans, je suis en contact avec les gens. J'ai des rapports tous les jours des besoins qu'ils ont, tout ça. Le CICR est présent, l'UNRWA, il y aura besoin. Et là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer justement la politique en acceptant l'argent? Pourquoi pas donner l'argent à l'UNRWA à ce moment-là? Je suis naïf. Le Liban, c'est la même chose. Mais pour comprendre, Nagoin, vous dites qu'on donne de l'argent à des organisations donc de l'argent public aussi, hein? Oui, l'ADN, c'est surtout. Donc, les gens de ces organisations ne sont pas sur place, mais elles reçoivent de l'argent. Mais elles font quoi avec cet argent? Je ne sais pas. Mais certaines. Mais c'est possible, ça? Moi, j'ai jamais vécu ça quand j'étais président de médecins du Jean-Daniel Roux, c'est on possible. par ma porte, on dit ça te dit 1,5 million, ça c'est la BDC après ça. Ah bon? Ouais. Jean-Daniel Roux, au gouvernement. Moi, je dis dans mon livre là, que la DDC est une organisation obsolète. C'est un règlement de compte ou c'est vrai? Non, non, écoute, bon, moi, j'ai pas observé de phénomène aussi crasse que celui dont parle Nago. Hein. J'ai l'impression qu'on donne de l'argent, c'est quand même sur la base d'un business plan que les gens doivent être en mesure de mettre en œuvre. Mais maintenant, effectivement, à Gaza, alors, je sais pas, c'est peut-être des institutions suisses qui achètent sur place des médicaments et des lots, des biens humanitaires qui donnent ensuite à l'endroit. Ça serait bien. Ça, c'est complètement possible. Mais la chaîne d'approvisionnement dans une région aussi troublée que Gaza, ça peut passer que par quelques organisations interprofessionnelles qui sont bien comptées, comme le CICR, et puis quelques institutions de l'ONU. Encore une fois, je ne sais pas si un peu qui sont là. Le CR dit que non. Non, la chair, Ils peuvent pas. Gilles Carbon non plus. C'est ça, le dit. Ocha, non, donc, bon, c'est vraiment. Gilles Carbonnier, dans cette situation-là, on le voit, le droit est menacé pas seulement par que la Suisse tergiverse sur le moyen financier, mais vu la situation aussi du côté israélien et peut-être les États-Unis maintenant, on verra ce qui va se passer aussi après l'élection de Donald Trump. On va voir, parce qu'il projette beaucoup de choses, mais on verra bien le réalisme, à quel moment quand est-ce qu'il le fera ou il ne le fera pas. Mais la question, c'est maintenant, est-ce que vous dites, tiens, ça risque bien de vous retomber sur le rable, comme on dit un peu populairement, de devoir tout faire, de devoir peut-être remplacer l'UNRWA. Est-ce que vous êtes en train d'élaborer un plan de... en gros, ce serait comme Suissair et Suisse. On garde les avions, on repeint, on fait la même chose, mais c'est pas ceux d'avant, mais c'est les mêmes qu'avant. Est-ce que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir récupérer ces activités? C'est un peu simple, hein, je sais. Mais sur ce sujet, nous, le CICR, mais aussi le Croissant Rouge palestinien, on a cessé de communiquer pour dire qu'on ne pouvait pas remplacer l'UNRWA, que l'UNRWA est essentielle et irremplaçable. C'est vrai ou c'est un calcul? Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous avez 13 000 employés de l'UNRWA à Gaza qui s'occupent de l'éducation de pratiquement 1 million d'enfants et qui fournissent des services de santé de base à la population et qui assurent aussi la distribution d'une grande partie de l'aide qui est acheminée sur place. Nous, on est 350 à s'occuper de fournir et d'essayer de préserver ce qui reste de services médicaux et de services d'approvisionnement en eau essentiellement, puis avec quelques autres travails. Et puis on fait notre travail de dialogue avec les partis pour peu qu'on puisse progresser. Et on n'a pas les moyens, et le Croissant Rouge palestinien a un autre mandat, d'autres compétences. Et c'est quelque chose qu'on a dit de manière très publique et qu'on a répété, y compris au Parlement, lorsqu'on a été interpellé par des parlements européens et au-delà. Et c'est un discours très consistant. Maintenant, il y a eu l'idée d'avoir des compagnies privées qui puissent intervenir et puis faire ce travail. Et là, on a simplement mentionné qu'on a vu certaines compagnies privées engagées de manière massive dans de l'aide qui n'est plus de l'aide humanitaire parce qu'elle est plus impartiale, et que dans la plupart des cas, ça s'est très mal fini. Donc, on partage une expérience qu'on a vue ailleurs, et puis on mentionne à ceux qui souhaiteraient
financer des compagnies privées qui seraient engagées qu'on serait contractées pour tenter de remplacer peu ou prou une partie des services de l'UNRWA, de le faire, mais c'est simplement impossible, et comme l'a dit encore répété Philippe Lazzarini avant-hier au Conseil à l'Assemblée Générale, les cours pour les enfants ont repris malgré les bons pour tenter d'éviter que les enfants aient 2 ans de scolarisation qui est sautée. Et puis c'est essentiel par rapport à l'avenir en termes de santé mentale et en termes de ce que vont faire cette jeunesse à l'avenir. Donc je crois que c'est un message très consistant qu'on a porté là. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le biais de l'opportunisme, de dire tiens, ceux-là s'en vont. Mais techniquement, c'est pas possible. Maintenant, non, pratiquement c'est pas possible. Maintenant, c'est évidemment si on donne 50 ans ou 20 ans, ouais. Tout est possible, mais je veux dire, on parle d'une urgence aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a d'autres éléments qui est quand même important aujourd'hui de se rendre compte, c'est qu'il y a une réduction du financement humanitaire public assez important, avec une pression énorme sur les organisations humanitaires. Et donc, la compétition dont on parlait, forcément, elle va être plus là, parce que les besoins sont énormes, nos capacités de réponse sont là, mais il y a un très grand nombre de donateurs, et pas des moindres, qui ont des problèmes budgétaires ou qui ont décidé de réallouer leur budget de manière différente avec des coupes drastiques de leur financement humanitaire. Et j'aimerais juste passer un dernier élément sur comment parler aujourd'hui de crise humanitaire à l'heure de TikTok, mais peut-être juste avant ça, parce que cette dimension financière est intéressante. Mylène Bengoa, on peut se dire, tiens, tout d'un coup, vous prenez une importance plus grande, ou est-ce que vous avez moins de dons? Alors moi, je tiens juste à rappeler que les dons privés pour l'aide humanitaire ou l'aide au développement, c'est moins de 5% des budgets des ONG. Donc, bon, on est quelque part dans le 5%. Ouais. C'est déjà beaucoup, quand même. Donc, s'il y a moins deux autres, vous êtes en proportion. Alors non, il n'y a pas de vase communicant. C'est pas les mêmes sources de financement. Et puis, on voit beaucoup l'impact de la conjoncture, de l'inflation, de l'augmentation des primes maladie. Moi, je m'attends pas du tout à une campagne de fin d'année facile en Suisse avec l'augmentation drastique que nous subissons cette année sur le coût de la vie au travers des primes. Donc, ça fait partie des aléas qui sont liés à notre marché national, qui est pourtant l'un des plus exceptionnels en termes de générosité au niveau mondial, tiens, peut-être même le plus exceptionnel en termes de consistance du don, de dons moyens, en termes d'uniformité des dons. On peut interviewer des donateurs et nous, on est très témoins de ça. Notre base, elle est historique. On peut retracer des tendances liées à des catastrophes naturelles en Suisse, comment les gens réagissent, par exemple, cet été aux intempéries qui ont frappé les Grisons, le Tessin et le Valais. Eh bien sûr que c'est ça en comparaison avec les crises dont on a discuté précédemment, mais il n'empêche que dans le cœur des gens, c'est tout aussi important. C'est pas un de vos dilemmes, ça, justement? Non, on fait tout. Il y a eu des moments où pourquoi on n'aide pas les nôtres? Eh bien, on a toujours aidé les nôtres, et je pense que ça fait partie vraiment de l'éthique de travail de la chaîne du bonheur. On a été créé au départ pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient nos voisins. On a continué avec toutes sortes de situations qui ont pu toucher et le pays directement et des pays très très éloignés. Donc on va continuer dans cette optique-là et je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on nous fait confiance. Pour évoquer le dernier thème, j'aimerais poser une question à Anne-Frédérique Wiedemann sur cet élément d'information, vous qui avez fait des reportages au long cours. Maintenant, on peut moins partir, c'est clair, c'est aussi financier, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre élément qui est important, c'est que aujourd'hui, les gens, c'est ce que j'évoquais au début, ils ont tout le temps des images de plein de situations. Aujourd'hui, si vous voulez être un peu à l'excité de l'information, vous avez 12 raisons de vous énerver. Un hors-jeu qui vous a énervé sur un match de l'Atlético de Madrid, une guerre à un endroit, une chute à ski. Donc, on est bombardé d'informations. Et la guerre est au même niveau que le hors-jeu, sur le téléphone. Le hors-jeu, c'est important, mais une guerre, c'est quand même plus important. Et là, vous, dans votre rôle, est-ce que vous arrivez... Vous vous dites, mais en fait, c'est une cause perdue parce qu'on est en train d'entrer, même quand on fait des choses au long cours, dans un espèce de flux, puis peut-être que les gens veulent même plus nous voir, veulent même plus être sensibilisés à la cause parce que, tout simplement, ils en voient tellement qu'ils veulent déconnecter. Est-ce qu'il y a encore ce rôle ou pas? L'éveil. C'est sûr que cette fatigue, on la sent. Et elle est assez grave et puis elle est touchante. Enfin, je veux dire, c'est le sens de notre métier.
d'aller sur place, de rapporter un reportage, si ça a plus d'impact, ben, voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les gens sont un peu anesthésiés, peut-être nous aussi. Je ne sais pas jusqu'à quand. Moi, je pense que l'humanité se réveille, il finit toujours par se réveiller parce qu'on a une capacité d'indignation et d'action qui est importante et elle est chevillée à notre corps et elle se réveille. Mais c'est vrai que dans la période actuelle, c'est dur. Et c'est d'autant plus dur qu'on a de nombreux problèmes financiers dans les médias et que, tenir de partir sur le terrain, c'est pas facile. Enfin, il y a de nombreuses rédactions d'un média maintenant, là, ils ont vraiment décapité les rubriques internationales. Et c'est quand même assez dingue en plus et inquiétant que dans cette période où le monde se tient par la barbichette, enfin, plus que jamais, on puisse tout d'un coup ne plus s'investir et ne plus avoir de correspondant. Donc oui, l'époque est difficile. Gumbert, vous arrivez encore à vous indigner, toujours. Mais vous sentez quand même pas que le ressort est un peu aplati chez beaucoup de gens? Oui, oui. Belle expression. Le ressort aplati. Des moments où je m'aligne, je suis mort. Hein. C'est pas pour rien que l'Observatoire éthique et santé humanitaire, c'est justement on est joué comme ça pour réfléchir, pour critiquer, pour pas être PA. Je pense que j'ai appelé ce matin. On ne peut pas critiquer la bonté, c'est ce qu'on nous avait dit quand on avait critiqué une fois je m'étais notamment appelé le tsunami avec Rony. Ce matin, on s'était fait vraiment blasté, comme on dit au Québec, par les gens, parce qu'on osait critiquer la foire de tsunami et l'aspect toxique de l'action humanitaire dans le tsunami et dans le tremblement de terre. Donc je pense que c'est important, comme tu le disais, socialement, vous le disiez aussi. Il y a un combat, il y a une lutte actuellement, le gâteau n'est pas si grand que ça, il y a de plus en plus d'ONG. Le pire que j'ai vu, c'est quand même n'importe quelle ONG qui arrivait là, qui n'avait aucune compétence, aucune expertise. C'était c'est quoi ça, 2015? La foire 2010. La foire des humanitaires. Le tsunami, ça avait déjà commencé. C'était intéressant pour la première du tsunami, c'était vraiment intéressant parce qu'on montrait que c'était une collecte incroyable, c'est un des records de la chaîne du bonheur. Et puis, je pense, 3 semaines après, il y avait un truc au Pakistan où vous aviez de côté très peu d'argent. Et là, c'est intéressant par rapport à l'image. C'était le 26 décembre, juste après Noël, et il y avait des Suisses qui ont été pris là-dedans. Il y a beaucoup moins de Suisses sur la plage à Gaza, je suis d'accord. Mais donc, sur le plan émotionnel, ça a beaucoup joué. Puis ensuite, les autres, c'était des musulmans. Il y a ce côté-là. Par contre, ce qui est intéressant sur moi, j'ai 35 ans que j'étais en Palestine, il y a un moment donné, il y avait une grande lassitude, et les gens disaient, bon, ça ne se rendront jamais, il faut arrêter. Et là, je me rappelle que Félix Goldman, j'en parlais avec lui, m'avait dit, on fait une collecte maintenant sur la Palestine, on va rien avoir. Donc, je pense que, malheureusement, la guerre actuellement a rehaussé l'intérêt pour soutenir les Palestiniens. Gilles Carbonnier, par rapport à, je ne vais pas utiliser une comparaison cléricale, mais je le fais quand même, on voit qu'il y a moins les gens sont peut-être fatigués. Est-ce que ça veut dire que pour vous, il y a un problème de vocation pour devenir délégué, par exemple? Vous avez moins de gens qui viennent, ou des profils moins dedicated, entre guillemets, pour parler mauvais français? C'est quand même une catégorie particulière, le délégué du CSR. En tout cas, ça l'était. Est-ce que maintenant, vous avez vu qu'il moins de gens viennent ou viennent différemment? Non, on a... bon, à l'époque, la grande diversité, c'est qu'il y avait des Suisses allemands et des Suisses allemands. Aujourd'hui, on a des délégués du monde entier. Hein, donc on a des Suisses allemands. On avait des Suisses allemands à l'époque. C'est très particulier. Toujours à Berlin. Et même toujours à Berlin. Mais, la mise à part, il y a encore beaucoup d'intérêt. Maintenant, les raisons pour lesquelles des jeunes et moins jeunes rejoignent le CICR, il y a toutes sortes de motivations différentes. Et d'aucuns qui sont là depuis 30 ans disent « Ah, on ne sent plus le même drive, c'est un passage, c'est dans le cadre d'une carrière. » Bon, les jeunes sont plus mous que... Mais non, mais finalement on retrouve un peu le tout. Mais ce qui est encourageant, et j'ai envie de revenir sur ce que j'ai perçu la semaine passée à Genève, donc tous les 5 ans, tous les 4 ans, mais ça fait 5 ans, c'était pas retrouvé, on s'est retrouvé avec tous les États signataires du Convention de Genève et toutes les sociétés nationales de Croix-Rouge, Croissant-Rouge, avec beaucoup de volontaires de Croix-Rouge et Croissant-Rouge de ces pays. Et puis, ce qu'on a perçu, c'est d'abord une avancée quand même dans le dialogue
entre les sociétés nationales israéliennes et palestiniennes qui ont repris un dialogue sérieux avec un soutien, un engagement de soutien des uns pour permettre aux autres de faire un peu comme le travail dans les lieux où ils doivent le faire. Et puis, je dirais, des résolutions qu'on a pu faire passer pour faire avancer l'interprétation du droit international humanitaire avec des États qui étaient quand même à se dire il faut quand même que cet espace-là, on le préserve un peu. Donc, même si on n'est pas d'accord, on ne va pas couler une résolution, il faut que si on n'arrive pas à avoir une espèce de succès où on se dit qu'après 5 jours, où on se rencontre à la conférence internationale où j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à avancer sur une chose ou l'autre, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Je crois que cette volonté, elle est toujours là, puis c'est ce qui donne quand même envie de se battre plus que jamais. Et puis alors aussi au niveau, c'est ce que j'ai mentionné, de nos volontaires et de nos collègues locaux, qui malgré tout ce qu'ils vivent ont plus de motivation que jamais. Et pour ça, je crois qu'on est tous extrêmement motivés, malgré effectivement les conditions adverses qu'on a qui parfois nous découragent. Et j'ai trouvé, pour vous dire, c'est de nouveau les émotions. C'est assez inattendu, la première fois que ça m'arrive de terminer une conférence diplomatique internationale, et la présidente de conférence, qui était malaisienne, tape son marteau et se met à pleurer. Et je regardais dans la salle, la moitié des gens avaient de la peine à se retenir parce qu'on était arrivé à faire quelque chose malgré tout. Et je crois que c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a une motivation qui est encore très forte, y compris chez les volontaires de la Croix-Rouge, d'ailleurs, qui ne sont pas payés, certains rejoignent le CICR ou d'autres plus tard en devenant employés, mais enfin, je crois que la motivation est là. Pour conclure, Mme Bengoa, après on va passer aux questions. Oui, en fait, je vais simplement rebondir sur ce fait. On voit de l'engagement chez les humanitaires, mais on voit de l'engagement et de la solidarité qui s'expriment de très nombreuses manières différentes. Et ça, c'est merveilleux. On fait des sondages, mais on se rend bien compte que c'est pas seulement donner de l'argent, c'est donner de son temps, c'est écrire des blogs, c'est produire des podcasts, c'est agir pour dénoncer, c'est agir pour mobiliser. Et tout ça forme cet esprit hyper important de coalition pour justement préserver ces acquis que sont les conventions de Genève, que sont les droits humains et on l'espère aussi la démocratie parce que il va falloir se battre un peu quand même. Donc il y a un espoir, Mme Roux, et vous avez tout mis. Alors moi j'ai un avis un petit peu différent sur l'intérêt des gens. Bon, l'humanitaire traite les symptômes. Nous, Thomas, question plutôt de moi de comprendre les causes aussi, ce que j'ai fait dans le livre. Le livre, j'ai présenté à 3 occasions en Suisse alémanique. C'était chaque fois ça le compte. Les gens sont venus d'Allemagne. Ils disaient en Allemagne, on ne peut pas avoir des débats comme ça, ouverts sur Gaza comme on en a ici. Il y a des gens de Munich qui sont ouverts sur l'Ukraine et la Russie. Donc moi j'ai un sentiment un petit peu différent. Et puis j'en ai fait avec l'extrême gauche à la centrale, Wäscherei Rote Fabrik à Zurich, et puis au Bellevue à Berlin. J'ai vraiment un peu de tous les milieux. Et ça m'a beaucoup plutôt donné confiance. Et la question qui revenait toujours, c'est mais nous, comme citoyens, Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'ai vu qu'il y a vraiment une volonté de s'engager, et puis dans toute la palette des âges, hein, ça va vraiment de 18 à 78 ans. Donc j'ai un sentiment un petit peu différent, mais je crois que ce que les gens veulent plus que l'engagement humanitaire, ils veulent comprendre ce qui se passe, ils veulent comprendre les causes, ils veulent comprendre pourquoi nos États ont failli à prévenir ces guerres, et puis s'engager là-dessus. Et moi, je trouve que c'est pour le méritoire. Bah voilà, une belle conclusion. Maintenant, c'est peut-être à vous de nous poser quelques questions. Est-ce que vous avez l'impression, peut-être... Oui, alors, allons-y. On avait déjà une question là. Je vous laisse peut-être donner votre nom, votre prénom, comme ça on sait qui parle. Francine Jeune, vous avez beaucoup parlé de Gaza et puis des recherches de fonds des ONG. Là, j'ai pris le tout ménage qui a été distribué par la Terre des Hommes, qui n'est pas présent comme institution dans la bande de Gaza. Donc, j'ai relevé leur adresse email pour leur poser 2 questions. Je leur ai demandé qu'ils me renseignent et me disent où allaient être versés les montants récoltés. Est-ce qu'ils allaient être versés à l'UNRWA, la seule organisation qui s'occupe des enfants sur place? Et puis si ce n'est pas le cas, comment ils allaient faire pour que cet argent bénéficie vraiment aux enfants de Gaza? Vous avez une question pour quel intervenant? Et puis, non, mais là, moi, ma question par rapport à ça, parce qu'après ils m'ont fait tout un blabla de réponses, mais en fait, ils ne parlent jamais de Gaza. Et puis, ma question c'est,
On a le Zéro, qui est une autre association qui doit s'occuper de déontologie puis de faire Certifie, hein. respecter. Il sortir certification. Voilà. Et ben, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette certification lorsqu'il y a des demandes de fonds de cette manière. Je me tourne vers la chaîne du bonheur qui doit répondre pour une autre organisation. Oui, bon, c'est une de nos organisations partenaires, donc normalement je devrais savoir, mais ils ont mené à bien des activités par le biais d'organisations locales. Ça, c'est encore possible. Il y a l'UNRWA pour vraiment l'aide plus grande échelle. Avec les autorisations de passage de camions, ça a été très compliqué. On a suivi cette mise en œuvre depuis une année, puisque la responsabilité de la chaîne du bonheur va également jusqu'à la mise en œuvre, on vérifie l'usage des fonds. Et donc oui, je peux témoigner quand même du bon travail que mène Terre des Hommes sur ce terrain, même s'il est extrêmement compliqué. Et c'est une des situations, je dirais, qui vient inverser le paradigme humanitaire de l'accès universel aux populations victimes. Hein. On sait très bien qu'on est sur une situation extraordinaire de difficulté d'accès, mais il faut qu'on puisse les financer pour que, à la minute où on puisse entrer, ils puissent passer et ou mettre en place les circuits de distribution, parce que c'est des questions de vie ou de mort. On a un valeureux étudiant qui, à 17h15 avant vendredi soir, a une question. Ouais, peut-être pas jusqu'à la mais vous avez parlé de l'opinion publique anesthésiée, des fois lassée par le flux d'informations, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière tout ça, l'inaction politique? Je ne vais pas faire dans le cas une généralité, mais dans le cas de Gaza, je pense que le job d'information, il a été fait, il y a des manifestations dans les universités, là récemment, pour les amateurs de foot, un énorme tifo au Parc des Princes, puis Palestine. Le job d'information concernant la crise à Gaza, il a été effectué, mais est-ce qu'il n'y a pas une frustration derrière de voir que finalement, il y a des mondes qui continuent à pleuvoir, malgré le fait qu'on est quasi au maximum de l'information possible sur la crise? Alors je ne sais pas qui veut répondre, Madame Billman, ça me pose un peu plus. Encore, non, mais on est désolé. Merci vraiment pour la question, parce que c'est exactement ça en fait. Je pense que vous l'avez mieux exprimé que moi. C'est un sentiment d'impuissance dans le sens qu'avant, quand on dénonçait les médias, un crime de guerre, un abus, enfin quelque chose, quand même les politiques, ils étaient interpellés, ils devaient se justifier, ça pouvait conduire, ça avait un impact. Et aujourd'hui, vous voyez Trump aussi comment ça se passe, on a l'impression que c'est la fête au village, quoi. Tout est possible, et sans impact politique. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins direct qu'avant. C'est la loi des forces. Et après la Guimbert. Ouais. C'est la loi des forces. Qui c'est qui décide? Le Parlement suisse. Et même pas le Conseil fédéral, ils ont délégué les décisions, par exemple sur l'UNRWA, mais aussi sur la plupart des positions sur le dossier, au Parlement. Quelles sont les influences qui s'exercent au Parlement? C'est là qu'il faut vous poser la question. Pourquoi les gens, les parlementaires décident comme ils décident? Pourquoi la Suisse a pris un tour qui n'est même pas pro-israélien, Vous mais allez vers la gauche, là. pro-Netanyahou? C'est dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens. Non, vous avez regardé là. Moi, je suis pas du côté des décideurs du C'est parce Parlement. qu'il y a des influences très fortes qui s'exercent sur eux, et puis c'est très humain de choisir la voie de moins de résistance. Puis, quand on fait un voilier, on prend là où il y a le vent. Donc moi, ce que je vous conseille, et tout le monde peut faire ça, vous avez tous des parlementaires qui sont élus. Vous pouvez tous leur écrire, leur poser des questions, leur envoyer des emails, les assaillir, leur dire est-ce que vous êtes pour ou contre le soutien de la Suisse à l'UNRWA, tout en sachant bien que si vous renoncez à soutenir l'UNRWA, si vous votez non, vous risquez un jour d'être dénoncé comme complice de génocide. Ce n'est pas exclu. La plausibilité d'un génocide a été établie par la plus haute instance judiciaire mondiale, la Cour internationale. Mais c'est pas jugé, c'est pas jugé. C'est pas jugé, je sais bien. Mais vous risquez. Vous risquez. Oui, c'est du mauvais côté de précis. l'histoire. Vous risquez un jour d'être accusé de Une petite complicité décision de entraînant une génocide. autre mauvaise décision. Alors qu'est-ce que vous préférez? Que des agents d'influence étrangers vous traitent d'antisémites? Ou bien qu'un jour, ici en Suisse, on vous accuse de complicité de génocide? Posez la question à vos parlementaires. Chacun le peut. J'en ai qu'il y a des agents d'influence dans tous les camps, dans ce conflit. Je dois passer pour savoir qu'il y a un qui font plus fort. C'est pas la même dimension. Il y a la dimension de l'opinion publique, elle est aussi importante. Faut pas non plus tomber par mourir sur le parlement. Il y en a qui sont... Ça, c'est mon avis. Merci beaucoup, monsieur, de votre position, parce que vous avez touché le cœur du problème. C'est que souvent, on traite des situations sur le plan dit humanitaire. Or, ce n'est pas une crise humanitaire,
Gaza, une crise politique. Et vous avez raison de dire que nous, en tout cas, si autour de cette table, à part l'ambassadeur, on n'a aucun pouvoir. L'ex-ambassadeur, non. Et merci de dire ça. On pourra continuer longtemps. On va rester là à regarder. Et effectivement, on sait tout. C'est rare, hein. L'information n'a jamais été aussi forte sur ce qui se passe à Gaza. Par divers canaux, on le sait. Maintenant, vous avez raison, aux politiques de la question. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au Parlement et au Conseil fédéral. Mais là, C'est un autre débat. Je vous remercie, Madame Dubié, m'a fait un clin d'œil. Mon téléphone a sonné. Merci beaucoup pour votre participation. C'est le moment de conclure. Ouais. Non, j'ai amené quelques précisions journalistiques, monsieur. C'était militant. Alors, pas moi ce qu'il dit lui. par contre, je vais faire quelque chose de très dangereux. Je vais donner un porte-maillot à un Valaisan. Ça, Je suis pour l'aide humanitaire. Merci, Lago. c'est du PLR. C'est du PLR. Ouais.